C'était le genre de matinée qui donnait à la campagne anglaise un aspect pittoresque. Le soleil perçait à travers les feuilles. Une légère brise suffisait à éveiller la lavande en pleine floraison. Et le chant des oiseaux était si pittoresque qu'il aurait presque pu être mis en scène. Le village de Muchwood Green baignait dans un calme tel que les étrangers se demandaient s'il s'y était jamais passé quelque chose. Bien sûr. Muchwood Green connaissait bien les petits drames de la vie, querelles à propos de haies, soupçons de vol de roses, et parfois scandale autour d'une bouteille de xérès égarée. Mais ce jeudi-là, personne ne s'attendait à ce que M. Percival Flockton, seul barbier du village, connu pour sa moustache méticuleusement épilée et son penchant inquiétant pour l'eau de Cologne, soit découvert sans vie dans son fauteuil, une lame de rasoir posée innocemment dans une bassine d'eau citronnée et une odeur nauséabonde, sang et trahison, flottant dans l'air vif du salon. Tout avait commencé si innocemment. Le concours annuel de floraison estivale approchait, à grands pas, et le village était en pleine effervescence. Les pivoines prisées de mademoiselle Hartleby étaient choyées comme des invitées royales, et le révérend Macmillan s'était, courageusement, porté volontaire pour réciter Keats sous la tonnelle de rosiers, une décision qu'il regretterait à l'arrivée des guêpes. Le plus grand événement de la journée était censé être les gâteaux de Madame Dalrymple, que plus d'un soupçonnait de provenir de la coopérative de Chipping Lassie. Puis vint le cri. Elle appartenait au jeune Léonard, Blee, l'employé de la poste, qui était passé chez le coiffeur pendant sa pause thé. Il avait simplement voulu récupérer son peigne, qu'il avait maladroitement laissé là la veille, mais il avait trouvé M. Flockton assis, étrangement immobile, le cou penché sur le côté et les yeux fixés sur les nuages par la fenêtre, ouverte, comme s'il réfléchissait à quelque chose de très lointain. Le gendarme du village, le jeune sergent Ellison, arriva rapidement, interpellé par la panique qui s'emparait de la rue principale comme une traînée de poudre. Le salon, de coiffure, autrefois bastion des ragots et des favoris impeccables, était désormais bouclé par une simple chaîne rouillée et un panneau en bois, fermé, accroché à un angle respectueux. Et juste de l'autre côté du chemin, derrière les épais rideaux de dentelle d'une petite maison coquette, plantée de lierres grimpants et d'une rangée d'hortensias parfaitement symétriques, Miss Jane Marple était assise à son tricot, ses aiguilles cliquetant à un rythme doux et pensif. Elle avait entendu le cri, bien sûr, comme toujours, et elle avait vu le tourbillon de chapeaux et de têtes anxieuses défiler devant sa fenêtre. Mais elle ne se leva pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle se tourna vers son compagnon, un chat, tigré dodu, nommé Wellington, et murmura « Je me demande ce qui a bien pu perturber la routine de ce cher M. Flockton. Il n'était pas du genre à s'étonner de quoi que ce soit, sauf peut-être d'une séparation inégale. » Miss Marple ne dit rien d'autre à voix haute, mais elle avait déjà remarqué, car elle le remarquait toujours, que l'affiche de M. Flockton était affichée ouvert depuis un peu plus de 20 heures et que son rendez-vous de 21h30, M. Archibald Wexley, ancien marin et méticuleux en matière de ponctualité, était arrivé puis avait claqué la porte 10 minutes plus tard, en marmonnant quelque chose à propos de foutus amateurs. Chose curieuse, pensa Miss Marple. Flockton ne manquait jamais un rendez-vous, et M. Wexley ne jurait jamais. Elle jeta un coup d'œil vers le portail du jardin, où les voix des villageois flottaient désormais par-dessus la clôture comme un parfum. Déjà, des noms étaient murmurés. Les accusations flottaient aussi facilement que le pollen. Mais Miss Marple, ajustant ses lunettes et reprenant son tricot, était absolument certaine d'une chose. Les gens ne sont jamais vraiment ce qu'ils semblent être. Surtout pas dans un village comme Muchwood Green. Et surtout pas les morts. En milieu de matinée, le village était devenu une véritable ruche de murmures et de mouvements. Muchwood Green, bien que toujours avide d'une touche dramatique, n'avait pas connu de véritable scandale depuis des années. Certainement pas depuis que la nièce du vicaire s'était enfuie avec un accordeur de piano de Leeds. Mais ce meurtre, ou du moins une mort non naturelle, était tout autre chose. Et il flottait lourdement dans l'air, se mêlant curieusement aux effluves de gazon fraîchement coupés et de chèvrefeuilles trop mûres. Madame Lavinia Pike, fraîchement poudrée et armée, d'un gâteau au citron d'une rapidité suspecte, s'était installée à l'orée de la place du village,
juste en face du salon de coiffure. Une crise cardiaque, j'imagine, dit-elle à quiconque s'attardait suffisamment pour l'écouter. Ou peut-être une crise soudaine. Vous connaissez ces artistes, toujours un peu délicats. Il était très pointilleux sur ses cols. Ce genre de tension finit toujours par s'installer, croyez-moi. C'était un meurtre, dit Elsie Grant, la femme du boucher, d'un ton essoufflé, plus adapté à la scène. Le jeune Léonard dit qu'il y avait du sang sur la chaise, et la lame était encore humide, juste laissée là comme si... Elle marqua une pause, apercevant les yeux écarquillés de son public. Comme si quelqu'un avait voulu finir le travail, mais avait été interrompu. Miss Marple était sortie quelques minutes plus tôt, sa présence à peine remarquée au début. Elle salua la femme du boulanger avec sa politesse habituelle et s'arrêta pour admirer les rosiers sauvages qui fleurissaient juste derrière la verdure. Son expression était douce, son intérêt, du moins en apparence, pas plus vif que celui des autres. Mais contrairement aux autres, elle ne spéculait pas. Elle observait. Elle regarda le sergent Ellison sortir du salon de coiffure, le visage rouge et incertain, un carnet serré dans sa main gauche. Il s'entretint brièvement avec le docteur Reeve, le médecin généraliste local, qui retira ses gants avec la solennité d'un homme qui ne s'attendait pas à voir des cadavres au cours de sa matinée. Miss Marple passa lentement devant lui, scrutant la vitrine du salon de coiffure. Elle était légèrement entr'ouverte, le châssis accroché à un loquet tordu, juste assez pour laisser entrer la brise ou laisser échapper une voix. Elle savait que M. Flockton gardait toujours la fenêtre, hermétiquement fermée le matin, prétendant que cela rendait sa mousse à raser capricieuse. Le détail la démangeait. De l'autre côté de la pelouse, le révérend Macmillan avait rejoint la foule, l'air plus soucieux de bienséance que de tragédie. « On parle d'une arme », dit-il gravement à mademoiselle Hartleby, qui répondit, avec un hoquet de surprise. « Mais Dieu sait pourquoi il lance de tels mots. Il faut attendre que la police fasse son travail. »« Tout à fait », acquiesça doucement Miss Marple. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais je m'interroge sur M. Wexley. » Le révérend cligna des yeux. « Wexley ? Oui, » répondit-elle d'un ton doucement perplexe. « Il avait un rendez-vous fixe jeudi. Je crois qu'il est parti assez précipitamment ce matin. Vous l'avez peut-être entendu. Il a un peu haussé le ton, quelque chose comme des amateurs. » Le révérend hésita. « Eh bien, oui. Maintenant que vous le dites, j'ai entendu un peu de vacarme. Mais Wexley a toujours été instable, rien d'extraordinaire, je dirais. »« C'est possible, » dit Miss Marple, sans être en désaccord, mais sans être tout à fait d'accord non plus. Près de la bicyclette du gendarme, Léonard Bly était devenu le malheureux centre d'attention, son visage juvénile, pâle et tiré. Plusieurs villageois l'avaient encerclé, lui offrant mouchoirs, sel de table et, de la part de Madame Pike, une tape sur le bras non sollicitée. « Je suis juste allé chercher mon peigne », répétait Léonard pour la 3e fois. « Je jure que je n'ai rien touché. J'ai juste ouvert la porte et il était là, sans même broncher. Ses yeux étaient tout vitreux. »« Et il n'y avait personne d'autre ?» demanda l'agent, Ellison, en tournant une nouvelle page de son carnet. « Non, monsieur, » balbutia Léonard. « La porte n'était pas verrouillée. Comme toujours en dehors des heures de bureau. L'endroit sentait étrangement. »« Étrange comment ?» demanda Miss Marple, sa voix se mêlant à la conversation comme un fil de soie. Léonard se tourna vers elle avec l'obéissance enthousiaste d'un garçon qui se souvenait des biscuits de l'école du dimanche. Étrange, comme, pas seulement, de l'eau de Cologne. Quelque chose d'amer en dessous, comme quelque chose de brûlé. Miss Marple hocha lentement la tête, son regard dérivant vers le panneau peint au-dessus du salon de coiffure, toilettage raffiné pour homme de Flocktonelle, remarqua que la peinture était légèrement écaillée sur un bord, probablement à cause de l'échelle utilisée par Flockton lors des travaux de repeinture du printemps. Mais plus intéressante encore était la petite cloche argentée au-dessus de la porte, silencieuse maintenant, mais soigneusement positionnée, pour sonner à chaque entrée et sortie. Elle se tourna vers le groupe. « Et M. Wexley, il serait arrivé à 9h30 précise ?» Léonard hocha la tête. « Toujours à l'heure, habitué aux militaires. »« Et personne ne l'a vu entrer ou sortir ?»
demanda-t-elle doucement. Il y eut un silence. Puis Madame Dalrymple, qui tenait la confiserie d'à côté, s'éclaircit la gorge. J'ai entendu quelqu'un crier. Je n'ai pas regardé dehors. J'ai cru que c'était juste quelqu'un qui était en colère à cause du courrier. Vous savez comment les gens s'y prennent avec les colis. Miss Marple lui adressa un sourire serein. En effet, et pourtant on peut se demander si quelqu'un a vu plus de choses que ce dont il se souvient. À ce moment-là, le sergent Ellison s'approcha, troublé. Le docteur Reeve ne confirme rien pour l'instant. Aucune blessure visible, mais il dit qu'il y a une contusion à la base du crâne. Ça pourrait être une chute, ça pourrait être autre chose. Puis-je vous demander, dit doucement Miss Marple, la lame de rasoir était-elle fraîchement utilisée? Ellison cligna des yeux. C'était humide, sanglant, mais aucune entaille sur la peau. C'est curieux, songea-t-elle. Trouver une lame ensanglantée, sans pour autant trouver une coupure. Le sergent fronça les sourcils. Le tueur a peut-être essayé de mettre ça en scène. Faire croire que, comme une gorge tranchée, Miss Marple haussa un sourcil. Mais alors pourquoi laisser la véritable cause si facilement découverte? Non, je pense que c'était pour semer la confusion. La foule commençait à se disperser, réticente mais consciente que l'excitation ne serait guère plus vive avant l'arrivée du coroner de Barchester. Madame Pike, vaincue dans ses tentatives de former un comité pour le thé, se dirigea vers la boulangerie d'un air boudeur. Le révérend retourna dans son jardin. Mais Miss Marple resta immobile un long moment, les yeux rivés à la fenêtre. Puis elle se retourna et parcourut le court chemin qui la menait à son chalet, Wellington marchant derrière elle. À l'intérieur, elle se versa une tasse de Darjeeling faible et ouvrit son exemplaire usé de le comportement humain dans l'esprit criminel, un cadeau, il y a des années, de son neveu Raymond. Non pas parce qu'elle avait besoin de ses conseils, mais parce qu'il mettait de l'ordre dans ses pensées. Il y avait des schémas chez les gens, elle le savait, de petites choses qu'ils croyaient invisibles, des habitudes, des hésitations, des incohérences. Et quelque chose, ce matin, la démangeait au-delà de la fenêtre, au-delà même de la lame, l'horaire du barbier, l'ordre rigide des rendez-vous M. Flockton n'a jamais accepté de visite sans rendez-vous, ce qui signifiait que celui qu'il avait vu vivant pour la dernière fois était probablement attendu, et cela, à Muchwood Green, a considérablement réduit le champ des possibles. Elle sirota son thé et attrapa son tricot. Tandis que les aiguilles cliquetaient à nouveau, son esprit commença à assembler les pièces, silencieusement, patiemment, comme toujours. Quelqu'un dans le village avait tué M. Flockton. Et Miss Marple avait déjà commencé à soupçonner que cela n'avait pas grand-chose à voir avec la mousse à raser. Le lendemain matin, une grisaille sourde planait sur Muchwood Green comme un linceul, comme si le village lui-même était encore sous le choc de la mort de M. Flockton. Le chant, habituel des oiseaux, semblait atténué, et même la brise hésitait à agiter les arbres. Dans son salon douillet, Miss Marple était assise près de la fenêtre, tricotant de nouveau, mais ses mains bougeaient plus lentement, ses pensées ailleurs. Dehors, la rue principale grouillait déjà de murmures et de regards prudents. Le salon de coiffure restait fermé, ses vitrines sombres témoignant silencieusement de la sombre découverte du matin. Le sergent Ellison était de retour sur son vélo, délivrant des messages, prenant des notes et interrogeant avec attention ceux qui pourraient détenir des pièces du puzzle. Miss Marple avait décidé de rendre visite à quelques-uns de ses voisins. Il n'était pas rare qu'elle discute avec les villageois tôt le matin. Et ce jour-là, il s'agissait plus d'une enquête discrète que d'une conversation anodine. Son premier appel fut à la poste, où Léonard Bly était déjà occupé à trier le courrier, même si son regard se tournait nerveusement vers la rue de temps à autre. Il la salua d'un léger sourire, mais l'ombre de la frayeur de la veille persistait. « Tu es très courageux, Léonard, » dit doucement Miss Marple. « Ça doit être difficile de trouver du courage quand le familier semble soudain si incertain. » Il hocha la tête. « J'ai encore du mal à y croire. Monsieur Flockton faisait partie du village, comme le vieux chêne ou les cloches de l'église. Le voir, comme ça. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. C'est souvent l'inattendu qui révèle la vraie nature. Des gens. Dites-moi, Léonard, Monsieur Flockton semblait-il inquiet ou contrarié récemment?
Y avait-il des visiteurs qui semblèrent déplacés? Léonard secoua lentement la tête. Non, madame. Il était toujours de bonne humeur, même s'il avait parfois la langue bien pendue. Je l'ai entendu se disputer doucement avec M. Wexley la semaine dernière, à propos d'une facture, je crois. Une facture? L'intérêt de Miss Marple fut piqué. Je crois que M. Wexley est réputé pour être exigeant avec l'argent. En effet, acquiesça Léonard. Mais c'était étrange. Ils se sont rencontrés à la boutique, mais personne d'autre ne les a vus. C'était feutré, tendu. Miss Marple remercia Léonard et sortit, son esprit combinant cette nouvelle information avec ce qu'elle savait déjà. La tension de la semaine passée, entre le marin à la retraite et le coiffeur, offrait un nouveau point de vue. Après tout, de petites rancunes peuvent se transformer en de violentes motivations. Elle se dirigea ensuite vers la confiserie, où Madame Dalrymple disposait des bocaux de confiture derrière le comptoir. Le visage de la femme s'illumina en voyant Miss Marple, bien que son sourire fût teinté d'inquiétude. « Oh, Miss Marple, on ne parle que de ça. J'ai bien peur que le village ne soit plus le même. Et ce pauvre Monsieur Flockton, si précis, si fiable. » Miss Marple hocha la tête. « Madame Dalrymple, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Monsieur Flockton récemment? Y a-t-il des inconnus dans le magasin ou chez le coiffeur ?» Le commerçant hésita, caressant le couvercle d'un bocal. « Eh bien, il y avait quelqu'un que je ne me souviens pas avoir vu auparavant. Un homme qui est venu mardi dernier et qui a posé des questions étrangement précises sur les horaires de M. Flockton et le village. Il a dit qu'il était nouveau en ville. Est-ce qu'il a dit son nom? Non. Il a payé en liquide et est parti rapidement, disant qu'il reviendrait, mais je ne l'ai plus revu. » Miss Marple remarqua mentalement l'étranger. Les visiteurs d'un village tranquille apportaient toujours de nouvelles sensations. Son dernier appel fut adressé au révérend Macmillan, qui la salua avec sa formalité habituelle, même si ses mains trahissaient un tremblement nerveux en versant le thé. Le vicaire fronça les sourcils, et son ton habituel de sermon fit place à une sombre réflexion. « Je l'avoue, Jane, cet événement me trouble profondément. Une telle violence dans un lieu si paisible ébranle notre foi en l'humanité. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « La foi est mise à l'épreuve dans des moments comme ceux-là, mais c'est souvent la foi dans la compréhension des autres qui révèle la vérité. » Le révérend soupira. « Croyez-vous vraiment qu'il s'agit d'un meurtre? » « J'ai tendance à le penser, » répondit Miss Marple. « Il y a quelque chose dans les circonstances qui suggère plus qu'un simple accident. » Il la regarda d'un air sévère. « Vous ne pensez pas que M. Wexley était impliqué? » Miss Marple hésita. « Je pense que M. Wexley s'est emporté, mais je doute qu'il soit le meurtrier. Parfois, le suspect évident n'est qu'une diversion. » Le vicaire fronça les sourcils, mais ne dit rien de plus. Miss Marple sentait que son malaise était moins lié à l'enquête qu'au bouleversement qui secouait leur petite communauté. En partant, elle jeta un dernier regard au clocher de l'église qui perçait le ciel terne. Derrière sa façade, solennel, secret et péché se cachaient comme les ombres sous ses arches. De retour à son cottage, Miss Marple fut interrompue dans ses pensées par un coup frappé à la porte. C'était le sergent Ellison, l'air plus calme qu'hier, mais toujours sous le poids de ses responsabilités. « Bonjour, Miss Marple. Je me demandais si vous pouviez me parler un instant. Il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. »« Bien sûr, sergent. Entrez. » Il entra et jeta un regard empreint de respect autour de lui. « On a trouvé quelque chose dans la boutique hier soir, après le départ du coroner. Pas grand-chose, mais ça pourrait être un indice. » Miss Marple haussa un sourcil. « Dites-le-moi. » Ellison sortit un petit morceau de papier plié, légèrement froissé. Il était caché derrière le comptoir, près des ustensiles de rasage. On dirait un mot. On y lit « Retrouve-moi au carrefour à la tombée de la nuit. Viens seul. Il faut régler ça. » Pas de signature. Miss Marple examina attentivement le mot. L'écriture était soignée et réfléchie. La formulation suggérait « urgence et secret ». « Une réunion au crépuscule », murmura-t-elle. « Quelqu'un voulait régler un problème en privé. Cela pouvait impliquer une rancune ou une menace. » « Exactement, » acquiesça Ellison. « On s'est renseigné, mais personne n'avoue avoir vu quelqu'un au carrefour hier soir. »
Les lèvres de Miss Marple tressaillirent légèrement. « Vous savez, sergent, les secrets des villages ont tendance à passer inaperçus. Souvent, le messager est aussi important que le message. » Ellison hocha la tête, puis jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « On parle de vieilles rancœurs qui refont surface. Voyez-vous, la défunte épouse de M. Flockton était originaire de Chipping Lassie. Certains disent qu'il y a eu une violente dispute au sujet d'un héritage familial. Cela a peut-être amené des étrangers dans notre village. » Miss Marple tapota le billet d'un doigt fin. Un véritable enchevêtrement. Mais il faut s'intéresser de plus près aux gens ici présents. Ceux qui ont bien connu M. Flockton et ceux dont la vie a pu être marquée par son passé. Ellison semblait optimiste. Si seulement il y avait plus à faire. Patience, sergent. La vérité a tendance à éclater au moment opportun. Après son départ, Miss Marple retourna à sa fenêtre, observant les villageois reprendre leurs activités habituelles avec une prudence prudente. Le garçon boucher nettoyait son couteau, le boulanger disposait des pains frais, et Madame Pike s'était mise à chuchoter avec acharnement dans les coins, échafaudant sans doute ses propres théories. Parmi les visages, l'un d'eux attira l'attention de Miss Marple, une silhouette debout, juste au-delà du green, observant le salon de coiffure d'un regard fixe. Il s'agissait de M. Archibald Wexley. Il paraissait plus âgé, peut-être 10 ans plus jeune que Miss Marple, mais son port maussade attirait toujours l'attention. Son regard se porta vers sa fenêtre, perçant et calculateur, avant de se détourner et de s'engager résolument dans l'allée. Miss Marple plia soigneusement le mot et le posa sur son bureau. La journée ne faisait que commencer, mais les fils du mystère se nouaient déjà fermement. Et quelque part, caché sous des sourires polis et des paroles mesurées, le tueur observait aussi. Il attendait. Mais Miss Marple était patiente, et elle regarderait aussi. Le soleil de l'après-midi filtrait faiblement à travers un voile de nuages, projetant une lumière pâle sur Muchwood Green, tandis que la vie du village reprenait une normale prudente. Pourtant, sous la surface, un malaise persistait, une tension sourde que Miss Marple percevait avec son acuité habituelle. Le meurtre de M. Flockton avait perturbé le rythme du village, laissant les habitants perplexes, leurs regards furtifs, leurs voix étouffées par les spéculations. Miss Marple fit sa promenade habituelle dans les ruelles du village, le doux bruissement de sa jupe se mêlant au bêlement lointain des moutons. Sa destination était la maison de Madame Emily Tuffley, la veuve qui avait été une amie de longue date de M. Flockton. C'était une modeste maisonnette à la sortie du village, bordée d'un jardin sauvage qui semblait fleurir malgré son abandon. Le visage d'Emily était marqué par les années, mais ses yeux gardaient une étincelle qui réconfortait Miss Marple. « Jane, ma chère », la salua chaleureusement Madame Tuffley en la faisant entrer. « J'ai été tellement désolée d'apprendre. Pour Henry, quel choc pour nous tous !» Miss Marple hocha doucement la tête. « En effet, Emily, j'espérais que vous me diriez si Henry avait évoqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps, des problèmes ou des désaccords qui auraient pu le gêner. » Emily soupira et s'installa dans son fauteuil. « Eh bien, c'était un homme réservé, tu le sais, mais la semaine dernière, il semblait distrait, regardant sa montre plus souvent que d'habitude. Et puis, il y a eu cette dispute avec M. Wexley. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, ça me paraît important. » Miss Marple plissa les yeux, pensive. « Savez-vous sur quoi portait la dispute ?» Emily secoua la tête. « Non, mais Henry était contrarié. Il m'a brièvement expliqué qu'il s'agissait d'une dette, d'une affaire ancienne. Il n'avait aucune envie d'en discuter en détail. » Cette petite révélation cadrait parfaitement avec ce que Léonard Bly avait mentionné à propos d'une dispute, concernant une facture. Elle donnait également une image plus émouvante du départ soudain de M. Wexley du salon de coiffure. Miss Marple remercia Madame Tuffley et reprit son souffle dans l'air frais de l'après-midi, son esprit tissant déjà les nouveaux détails dans sa compréhension grandissante. En revenant vers le centre du village, elle trouva le sergent Ellison, qui l'attendait près du bureau de poste. Son visage était tiré, une pointe de frustration obscurcissant son attitude habituellement posée. « Mademoiselle Marple » dit-il, tandis qu'elle s'approchait. « Nous avons de nouveau parlé à plusieurs villageois pour tenter de reconstituer leur localisation hier matin. Il y a quelque chose d'étrange que je voulais vous signaler. » Miss Marple inclina la tête. « S'il vous plaît, continuez. »
Ellison jeta un bref coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer qu'on ne les entendait pas, puis baissa la voix. Madame Dalrymple a reparlé de l'inconnu qu'elle avait vu dans la confiserie, mais j'ai aussi appris que M. Flockton avait reçu une lettre la veille de sa mort. Personne n'a vu qui l'avait remise, mais cela a semblé le contrarier. Miss Marple haussa les sourcils, intriguée. « Une lettre, dites-vous? Elle venait de quelqu'un du village? C'est ça le problème. On ne sait pas. L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour, et l'écriture était inconnue. » Miss Marple rangea l'information, se disant qu'elle devrait se renseigner davantage auprès de Madame Dalrymple. « Et cette lettre est arrivée juste avant le meurtre? » « Exactement. C'est peut-être ce qui a déclenché la confrontation. » Ils s'arrêtèrent tandis que Léonard Bliss approchait, serrant un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « J'ai trouvé ça devant le salon de coiffure ce matin, » dit Léonard en tendant le colis au sergent Ellison. Il était caché derrière un pot de fleurs, près de la porte. Ellison déballa soigneusement le paquet, révélant une petite boîte en bois ornée. À l'intérieur se trouvait une collection de vieilles photographies et de papiers attachés avec un ruban délavé. Miss Marple se pencha, la curiosité piquée. « Des photos et des papiers ?» Ellison hocha la tête. « Ils ont l'air assez vieux, peut-être des décennies. Je pense qu'ils appartenaient à M. Flockton. » Miss Marple souleva délicatement l'une des photographies, une image sépia d'un jeune M. Flockton, debout à côté d'une femme à l'air sévère. Au dos était écrit au crayon « Margaret et Henry, 1948 ». Elle examina les papiers en dessous. L'écriture effacée détaillait un accord financier, des signatures et des dates. Une feuille se détachait. Un testament, apparemment remplaçant une version antérieure. « Intéressant, » murmura-t-elle. « Il semble qu'il y ait eu récemment un changement dans les affaires d'Henry, peut-être lié à un héritage ou à une propriété. » Ellison parut pensif. Serait-ce la raison de la lettre? Peut-être que quelqu'un menaçait de contester le testament? Miss Marple hocha lentement la tête. Cela pourrait bien expliquer la détresse de M. Flockton. Mais cela soulève aussi des questions sur qui avait connaissance de ces documents. Son regard se dirigea vers le salon de coiffure fermé, ses fenêtres fermées comme des yeux aveugles. « Sergent, je me demande s'il ne serait pas prudent de perquisitionner le domicile de M. Wexley. S'il y a un différend entre lui et M. Flockton, il est peut-être lié à ces documents. » Ellison parut surpris, mais acquiesça. « Je m'en occupe immédiatement. » Après son départ, Miss Marple prit un moment pour rassembler ses pensées. Le mystère s'épaississait. Couche de vieille rancune, nouvelles révélations et rencontres secrètes. La note concernant la réunion à la croisée des chemins semblait désormais plus inquiétante à la lumière de la lettre et des documents. À l'approche du soir, Miss Marple décida d'aller rendre visite à M. Wexley en personne. Sa demeure était une maisonnette impeccable et blanchie à la chaux, à la lisière du village, là où les champs rejoignaient les bois. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le jardin soigné. Elle frappa légèrement et, après un moment, la porte s'ouvrit pour révéler M. Wexley, sa posture navale inchangée, mais ses yeux méfiants. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix assurée, mais teintée de fatigue. « Je n'attendais pas de visite. J'espère ne pas vous déranger, Archibald, » répondit-elle avec un petit sourire. « Je voulais vous parler de votre récent désaccord avec M. Flockton. » Il s'écarta et lui fit signe d'entrer. « Très bien. Venez, s'il vous plaît. » À l'intérieur, le cottage était propre, les murs tapissés de livres et de souvenirs navals. Ils s'assirent près du feu et, après une pause, M. Wexley commença. « Oui, nous avons eu un désaccord. Il s'agissait d'une dette, une vieille dette contractée dans une entreprise avant ma retraite. J'avais l'intention de régler la situation, mais Henry a refusé de négocier. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Vous est-il déjà venu à l'idée de vous réconcilier ?» Il détourna le regard. « J'ai essayé, mais Henry était têtu, fier, peut-être trop fier pour admettre ses torts. Pensez-vous que ce désaccord aurait pu s'aggraver ?» Il fronça les sourcils. « Non, je ne ferai jamais de mal à Henry. C'était un ami, à sa manière. » Miss Marple étudia son visage, cherchant des signes de tromperie. Mais ses manières semblaient sincères, tempérées par le regret plutôt que par la culpabilité. Avant de partir,
Elle demanda d'un ton détaché. « Avez-vous reçu des lettres récemment? De M. Flockton ou concernant ses affaires ?» M. Wexley hésita. « Non, je n'ai entendu que de vagues rumeurs. Si quelqu'un le menaçait, je n'en étais pas informé. » En retrouvant l'air frais, Miss Marple sentit le poids de la journée peser sur elle. Les fils du mystère s'entremêlaient, lettres, rencontres secrètes, vieilles dettes et testaments cachés. Le village, autrefois si paisible, n'était plus qu'un tapis de secrets et de ressentiments. De retour chez elle, tandis que le crépuscule s'épaississait, elle s'assit près de sa fenêtre, tricotant à la lumière déclinante. Son esprit traçait les contours de l'affaire, chaque détail étant une maille de la trame de la vérité. Elle savait que les jours à venir lui en révélèrent davantage, et qu'avec de la patience et une observation silencieuse, elle démêlerait l'histoire compliquée qui avait conduit à la mort du barbier. Car à Muchwood Green, sous des sourires polis et des manières douces, la vérité attendait d'être rasée de près, une coupe minutieuse à la fois. Le lendemain, matin, un froid mordant annonçait le changement de saison. Muchwood Green avait commencé à retrouver une certaine routine, mais le meurtre de M. Flockton planait sur le village comme une ombre faible mais persistante. Miss Marple se réveilla tôt, ses pensées ressassant déjà les fragments du mystère qui s'était lentement révélé. Après un petit déjeuner rapide, elle alla rendre visite à Madame Dalrymple à la confiserie, impatiente d'en savoir plus, sur l'inconnu qu'elle avait aperçu quelques jours auparavant. La boutique sentait le sucre et les épices, une odeur réconfortante au milieu de l'atmosphère inquiète. Madame Dalrymple rangeait des bocaux de confiture de fraises lorsque Mademoiselle Marple entra. « Bonjour, Madame Dalrymple », commença chaleureusement Mademoiselle Marple. « Je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur le monsieur qui est venu dans votre boutique la semaine dernière. Celui qui, selon vous, posait des questions inhabituelles sur Monsieur Flockton. » Le commerçant parut gêné, mais acquiesça. « Oui, Miss Marple. C'était un homme grand, plutôt quelconque, mais au regard perçant. Il s'enquit de l'emploi du temps de Monsieur Flockton. Quand serait-il à la boutique? Qui pourrait lui rendre visite? Tout cela lui parut assez étrange. A-t-il dit d'où il venait? Ou laissé un nom? Non, rien. J'ai payé en liquide, et je suis parti précipitamment. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Miss Marple rangea cette information, son esprit explorant les possibilités. Quelqu'un sans lien évident avec le village, mais posant des questions détaillées sur la victime, voilà un fil conducteur qui pourrait mener bien au-delà des frontières de Muchwood Green. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la sonnette, au-dessus de la porte, sonna de nouveau et un homme entra. Il s'arrêta, scruta les étagères, puis s'approcha du comptoir. Miss Marple le reconnut immédiatement. C'était l'inconnu que Madame Dalrymple lui avait décrit. « Bonjour », et dit l'homme d'une voix polie mais teintée d'urgence. « Je cherche la famille de Monsieur Flockton. Il est important que je leur parle. » Madame Dalrymple parut surprise mais ne dit rien. Mademoiselle Marple s'avança discrètement. « Vous pourriez trouver… »« Ah, cela difficile, » dit-elle doucement. « Monsieur Flockton nous a été enlevé récemment. Puis-je vous demander votre nom ?» L'homme hésita, puis répondit. « Je m'appelle Charles Brenton. Je suis avocat à Londres. J'essayais de remettre des documents à Monsieur Flockton. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Des documents de quelle nature ?» Brenton s'éclaircit la gorge. « Des documents juridiques concernant un litige immobilier. J'ai reçu instruction de veiller à ce que Monsieur Flockton les reçoive personnellement. » L'évocation de propriété et de documents juridiques approfondit le mystère. Miss Marple étudia Brenton attentivement, percevant une certaine réserve sous son air calme. « Monsieur Flockton vous a-t-il déjà parlé de ces papiers ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit Brenton. « Il n'a jamais accusé réception. Je suis venu ici après plusieurs tentatives infructueuses pour le contacter. » Miss Marple échangea un regard avec Madame Dalrymple. L'arrivée de cet homme suggérait que le meurtre était peut-être lié à des affaires bien plus complexes que des querelles de village. Après le départ de Brenton pour poursuivre ses investigations, Miss Marple décida de se rendre au pub du village, le Fox and Hound, où les rumeurs locales couvaient aussi fort que la bière. Le pub était animé.
les villageois cherchant à échapper à la récente tragédie. Miss Marple trouva un coin tranquille et observa les conversations autour d'elle. Des voix portèrent des bribes de spéculation sur le meurtre, disputes d'argent, vieilles rancunes et visiteurs mystérieux. Parmi les visages familiers se trouvait le jeune Tom Weaver, l'apprenti boucher, qui semblait inhabituellement nerveux. Elle s'approcha de lui doucement. « Tom, mon cher, tu as l'air troublé. Sais-tu quelque chose que les autres ignorent ?» Le garçon rougit. « Je ne sais pas grand-chose, Miss Marple. Mais j'ai vu M. Wexley se disputer avec M. Flockton la veille du meurtre, plus véhément que d'habitude. Et, eh bien, j'ai entendu M. Flockton parler d'un inconnu en ville. » Miss Marple hocha la tête. « L'inconnu pourrait être lié à l'avocat que j'ai rencontré aujourd'hui. Il semble que les affaires de M. Flockton étaient plus complexes que nous le pensions. » Tom baissa les yeux et traîna les pieds. Certains pensent que la dispute portait sur un ancien testament, mais personne n'en dit beaucoup. Alors que Miss Marple le remerciait et partait, elle aperçut une silhouette debout à l'extérieur, observant le pub avec attention. C'était le révérend Macmillan, dont le calme habituel avait laissé place à une expression d'inquiétude discrète. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il hocha la tête avant de se détourner. De retour à son cottage, Miss Marple étala les pièces du puzzle. Les rencontres secrètes, la dette litigieuse, le mystérieux notaire et les questions de l'inconnu. Un schéma se dessina. Le meurtre relevait moins d'une querelle spontanée que d'un mobile soigneusement dissimulé, impliquant des biens et un héritage. À la tombée de la nuit, un coup interrompit ses pensées. C'était le sergent Ellison, porteur de nouvelles. « Nous avons fouillé le cottage de M. Wexley cet après-midi », a-t-il rapporté. « Nous avons trouvé plusieurs lettres et documents le reliant aux difficultés financières de M. Flockton, mais rien de vraiment incriminant. » Miss Marple prit les papiers et les examina. L'un d'eux était une lettre d'un cabinet d'avocats faisant référence à un ancien testament et suggérant que M. Wexley pourrait prétendre à certains biens si le testament était contesté. « Le conflit d'héritage est donc réel, » murmura-t-elle. Mais si M. Wexley espérait en tirer profit, il était peut-être désespéré. Ellison semblait troublé. Il clame son innocence, mais la tension entre eux était indéniable. Miss Marple hocha la tête pensivement. Parfois, sergent, la motivation la plus forte ne pousse pas à l'acte. D'autres facteurs, l'orgueil, la peur, le désir de protéger un secret, entrent en jeu. Elle mit les documents de côté, l'esprit déjà brouillé. Demain, elle se rendrait au carrefour au crépuscule, là où la note anonyme l'avait mentionné. Là, espérait-elle, elle trouverait peut-être les dernières pièces du puzzle. Pour l'instant, elle décida d'observer et d'attendre, sachant qu'à Muchwood Green, la vérité, comme une lame, serait soigneusement aiguisée et révélée précisément au moment opportun. L'air du soir était vif, tandis que Miss Marple se dirigeait vers le carrefour, situé juste après Muchwood Green, le lieu nommé dans le mystérieux mot qu'elle avait laissé. La lumière déclinante du crépuscule peignait le ciel de douces nuances de rose et de gris, les derniers vestiges du jour se fondant dans la fraîcheur de la nuit. Le carrefour lui-même n'avait rien de remarquable. Un simple croisement, d'étroits chemins de campagne bordés de haies et de chênes centenaires. Mais pour Miss Marple, il portait le poids d'une promesse tranquille, un lieu où des secrets pourraient refaire surface. Elle arriva bien avant l'heure prévue, s'autorisant le luxe d'observer. Installée sur un banc à proximité, sous une aubépine étalée, elle regarda le village disparaître derrière elle et la campagne s'étendre dans une douce obscurité. La tranquillité du lieu dissimulait l'agitation qui régnait dans le cœur des villageois. Les minutes s'écoulèrent lorsqu'une silhouette s'approcha du village. Une femme, enveloppée dans une cape sombre, d'un pas rapide mais prudent. Le regard perçant de Miss Marple, remarqua sa démarche et sa posture familière. C'était Madame Émilie Tuffley. « Bonsoir, Émilie », salua doucement Miss Marple alors que la femme s'approchait. Surprise mais soulagée, Émilie s'installa à côté. « Telle, je n'étais pas sûre que tu viendrais. Je trouve que les carrefours sont d'excellents endroits pour échanger des secrets. Que souhaitiez-vous me dire ?» Émilie hésita, jetant des regards autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue malgré les ruelles désertes. « Il s'agit d'Henry. Avant de mourir, il m'a confié quelque chose.
Un avertissement, en fait. Il a dit qu'il y avait des choses à découvrir dans le village, mais qu'il avait peur. L'intérêt de Miss Marple s'accrut. Peur de qui? Emily déglutit. Il a parlé d'un proche, quelqu'un qui gardait un dangereux secret depuis des années. Je ne sais pas qui exactement, mais Henry a dit que c'était lié à l'ancien domaine, celui que M. Wexley gérait autrefois. Miss Marple hocha la tête pensivement. Vous parlez du domaine de Blackwood? J'ai cru comprendre que M. Wexley y avait des liens il y a longtemps. Oui, et Henry avait des papiers, de vieux testaments, des lettres, des choses qui auraient pu changer l'héritage. Il pensait que quelqu'un pourrait tout faire pour garder ses secrets. Emily frissonna malgré la chaleur de sa cape. Je pense que la mort d'Henry n'était pas juste une dispute ou un accès de colère. C'était planifié. Les yeux de Miss Marple brillaient de détermination. Merci, Emily. Le courage que tu as de partager cela m'est très précieux. Ils se séparèrent peu après, chacun retournant au village par des chemins différents. Miss Marple resta un moment de plus, laissant le silence de la campagne l'envahir, puis rentra chez elle pour réfléchir à ce qu'elle avait appris. De retour dans son salon douillet, la lueur vacillante de la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs tandis qu'elle étalait les papiers et les photos rassemblés ces derniers jours. Les différentes facettes de l'affaire commençaient à se concrétiser. La peur de M. Flockton, l'héritage contesté, les réunions secrètes, et maintenant l'allusion à une trahison longtemps cachée liée au domaine Blackwood. Le lendemain, matin, Miss Marple décida qu'il était temps de retourner sur les lieux de la première dispute, le salon de coiffure. Les volets étaient encore clos, l'endroit étant fermé à clé depuis le meurtre. Léonard Bly, le jeune assistant, l'accueillit nerveusement à son arrivée. « Bonjour, Léonard, » dit gentiment Miss Marple. « J'espère que ça ne vous dérange. Pas que je repasse. J'ai quelques questions à vous poser. » Léonard déglutit. « Bien sûr, Miss Marple. Je ferai tout pour vous aider. » Elle l'observa attentivement, remarquant le tic nerveux de ses doigts. « C'est toi qui as trouvé la boîte de papier devant le magasin, n'est-ce pas? »« Oui, madame, » confirma Léonard. « Au début, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai pensé que ça pouvait être important. » Miss Marple se pencha en avant. « Avez-vous remarqué quelqu'un qui rôdait dans les parages quand vous l'avez trouvé? Ou peut-être quelqu'un qui semblait trop intéressé par la boutique ces derniers temps? » Léonard secoua la tête. Personne n'était visible. Mais la semaine dernière, j'ai vu M. Wexley arriver un peu en retard, l'air contrarié. Il s'est disputé avec M. Flockton plus fort que d'habitude. Je ne voulais pas m'en mêler. As-tu entendu ce qu'il disait? Quelques bribes, une histoire de vieilles dettes et de revendications immobilières. Ça ne sonnait pas bien. Miss Marple hocha la tête. Merci, Léonard. Votre honnêteté est appréciée. Elle quitta le salon de coiffure et se dirigea vers le domaine de Blackwood, aujourd'hui une relique défraîchie aux abords du village. Le manoir était condamné, sa grandeur déclinant sous le poids des années, mais le terrain restait une propriété privée, surveillée par un gardien qui autorisait à contre-cœur Miss Marple à une brève inspection des lieux. En parcourant les jardins envahis par la végétation, Miss Marple examina les différentes possibilités. Si M. Flockton détenait des documents relatifs au domaine, le mobile du meurtre pouvait alors s'étendre au-delà du village et s'étendre à un conflit plus profond et plus ancien, impliquant des secrets de famille et des héritages litigieux qui avaient passé inaperçus. Plus tard dans la journée, elle reçut la visite inattendue du révérend Macmillan, qui semblait plus accablé que d'habitude. « Jane, » y commença-t-il, utilisant le nom que seuls les amis proches utilisaient. « Je dois avouer que quelque chose me tracasse. J'ai surpris une conversation entre deux villageoises, Madame Proctor et l'institutrice du coin, Mademoiselle Hastings. Elles ont parlé d'une confrontation au carrefour, la veille de la mort d'Henry. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Ont-ils dit qui était impliqué? Pas clairement. Mais ils ont mentionné une voix de femme s'élevant de colère. Et les mots, tu vas le regretter. Les pièces du puzzle s'assemblèrent désormais. Une rencontre secrète à la croisée des chemins, une confrontation houleuse, et la tension silencieuse qui avait précédé le meurtre. Ce soir-là,
tandis que l'horloge du village sonnait l'heure. Miss Marple était assise tranquillement près de son feu, réfléchissant aux preuves qui s'accumulaient. Les liens de la jalousie, de la peur et de la trahison se resserraient autour d'un proche, quelqu'un qui avait tout à perdre. Pourtant, comme toujours, Miss Marple savait que la vérité était comme la lame patiente d'un barbier, précise, subtile, prête à raser les mensonges jusqu'à ce que les faits restent. Et lorsque ce moment viendrait, le village de Muchwood Green ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, le ciel était maussade et brumeux, le village enveloppé d'une brume grise qui semblait ternir les contours des pittoresques cottages et des ruelles sinueuses de Muchwood Green. Miss Marple trouvait l'atmosphère appropriée. La lourdeur de l'air reflétait le poids qui pesait sur le cœur des villageois. Tandis qu'elle préparait son thé, ses pensées se portèrent sur la mystérieuse confrontation au carrefour et sur les voix que le révérend Macmillan avait entendues. Ce petit détail s'était enraciné dans son esprit comme une mauvaise herbe tenace, refusant d'être ignorée. Résolue à suivre cette piste, elle partit parler à mademoiselle Hastings, l'institutrice. Mademoiselle Hastings était connue pour ses manières précises et son sens de l'observation, qualité qui faisait d'elle une source naturelle de rumeurs locales. L'école était propre et rangée, ses parterres de fleurs taillées, contrastant fortement avec l'agitation du village. Miss Marple trouva Miss Hastings en train de préparer sa classe pour les leçons du jour. La saluant chaleureusement, elle orienta bientôt la conversation vers les événements entourant le meurtre. « Je crois comprendre, mademoiselle Hastings, que vous avez entendu une partie d'une conversation au carrefour peu avant la mort de Monsieur Flockton, dit doucement mademoiselle Marple. Mademoiselle Hastings hocha la tête, les sourcils froncés. Oui, c'était assez troublant. Je rentrais chez moi et, en passant le carrefour, j'ai entendu des voix, une femme en colère et un homme, qui essayaient de la calmer. Les mots « tu vas le regretter » étaient prononcés sur un ton si grave que j'ai su que ça allait être un problème. Vous souvenez-vous à qui appartenaient ces voix ? Demanda Miss Marple. Mademoiselle Hastings hésita. Je ne voyais pas bien, mais j'ai reconnu la voix de Madame Proctor. Elle est habituellement si réservée, c'était surprenant de l'entendre parler, avec autant de véhémence. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Et l'homme ? Peut-être Monsieur Wexley, mais je n'en suis pas certain. Cette confirmation était une pièce du puzzle qui se mettait en place. Madame Proctor, connue pour ses manières distinguées, et Monsieur Wexley, qui nourrissait une rancune notoire envers Monsieur Flockton, était au cœur de cette dispute. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle colère chez Madame Proctor ? Déterminée à explorer la question plus en profondeur, Miss Marple se rendit au cottage de Madame Proctor, une jolie maison en briques bordée de rosiers grimpants. Matadame, Proctor ouvrit la porte avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Madame Proctor, commença Miss Marple, j'espère ne pas être importune, mais je voulais vous poser des questions sur la veille de la mort d'Henry. J'ai entendu dire que vous aviez eu un désaccord à la croisée des chemins. L'expression de Madame Proctor se raidit. C'est vrai que nous avons discuté, mais je ne vois pas pourquoi cela devrait vous intéresser. Miss Marple resta calme. Parfois, les plus petits désaccords révèlent les vérités les plus profondes. Après un moment d'hésitation, Madame Proctor soupira. Très bien. Henry est venu me voir ce soir-là, agité et craintif. Il voulait que je l'aide à retrouver de vieux documents liés au domaine Blackwood, des choses qu'il craignait que quelqu'un cache. Je l'ai averti de la prudence. Nous nous sommes disputés, oui, car je pensais qu'il semait le trouble là où il n'y avait pas lieu. Avez-vous vu Monsieur Wexley là-bas ? Demanda doucement Miss Marple. Les yeux de Madame Proctor vacillèrent. Oui, mais il est parti avant que la situation ne dégénère. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé ensuite. La remerciant pour sa franchise, Miss Marple sentit que l'implication de Madame Proctor était plus profonde qu'elle ne le laissait paraître. Les loyautés confuses et les peurs cachées des villageois devenaient plus claires. Plus tard, Miss Marple y rendit une nouvelle visite au cottage de Monsieur Wexley. Cette fois, l'atmosphère était différente. Son attitude était moins défensive et plus résignée. « Monsieur Wexley, » commença Miss Marple, « je me demande si vous pourriez me raconter votre version de l'histoire concernant cette nuit au carrefour. » Il baissa les yeux, le poids de la culpabilité gravé sur son visage usé. « Je me suis disputé avec Henry, oui.
Il menaçait de révéler des choses qui pourraient me ruiner. Mais je ne l'ai pas tué. J'avais trop à perdre. Et lui aussi, je suppose. Miss Marple a sondé attentivement. Quelle chose exactement? De vieilles dettes, des créances successorales non réglées, et un testament qui n'était pas ce qu'il semblait être. Henri croyait qu'il y avait un faux, quelque part, quelque chose qui aurait pu changer l'héritier légitime. Mais je jure que je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Les aveux de M. Wexley ne le présentent pas comme un meurtrier, mais comme un homme désespéré, acculé par des secrets qu'il ne peut contrôler. Cet après-midi-là, une nouvelle arriva, qui allait une fois de plus bouleverser l'enquête. Léonard Bly avait été retrouvé inconscient à l'orée du bois, apparemment poussé ou tombé en tentant d'échapper à un agresseur invisible. Les villageois murmuraient que des forces obscures étaient à l'œuvre, leurs soupçons s'accumulant. Miss Marple rendit visite à Léonard dans sa modeste demeure, où il était pâle mais en convalescence. « Je ne sais pas qui a fait ça, Miss Marple, murmura-t-il, mais je pense que c'était pour m'empêcher de dire ce que je sais. Tu penses que c'est lié au papier que tu as trouvé ? Demanda-t-elle doucement. Oui, ces papiers contenaient des secrets, des noms, des dates, des preuves qui pouvaient tout changer. La peur du jeune homme était sincère, mais son courage était intact. Miss Marple le rassura gentiment et promit de le protéger. Au fil des jours, les pièces du puzzle s'assemblèrent. La mort d'Henry Flockton n'était pas un acte de violence, aléatoire, mais une tentative calculée de taire des vérités enfouies au plus profond du passé de Muchwood Green. L'enchevêtrement de vieilles dettes, de testaments contestés, de réunions secrètes et de menaces de révélation désignait un tueur à la fois désespéré et rusé. Miss Marple, toujours patiente et observatrice, savait que le moment approchait de tester les villageois, de démasquer le véritable meurtrier par des moyens subtils, d'observer attentivement les réactions et de dissiper les mensonges jusqu'à ce que la vérité soit mise à nu. Mais jusque-là, le village restait suspendu dans un calme inquiétant, un endroit où chaque regard contenait un soupçon. Chaque mot murmuré pouvait être un indice, et la révélation finale attendait, enveloppée d'ombre. Le soleil était à peine levé que Miss Marple se retrouva sur la place du village, la brume matinale persistant comme un voile vaporeux sur les haies soigneusement taillées et les chemins pavés. Le bourdonnement discret d'un village éveillé l'entourait, mais sous la surface, la tension était palpable. La nouvelle de l'agression de Léonard Bly s'était rapidement répandue, et les murmures étaient plus forts maintenant, mêlant peur et spéculation. Le sentiment qu'un prédateur caché rôdait toujours à Muchwood Green troublait tout le monde. L'esprit de Miss Marple était déjà occupé, décortiquant les fragments d'informations accumulés. La blessure de Léonard suggérait que le tueur était prêt à prendre de nouveaux risques, prêt à tout pour enterrer les secrets découverts par Henry Flockton. Pourtant, Miss Marple savait qu'il valait mieux se garder de tirer des conclusions hâtives. Trop de coupables pouvaient se retrouver dans cet enchevêtrement. Elle se rendit à la salle des fêtes où une réunion impromptue avait été convoquée par le gendarme local. La salle était remplie des personnalités du village, M. Wexley, Mme Proctor, le révérend Macmillan, Mademoiselle Hastings et plusieurs autres dont les expressions étaient empreintes d'anxiété et de malaise. L'agent Briggs a commencé la réunion par un sombre récit de l'état de Léonard et des conséquences de l'agression. « Ah, il est clair que celui qui a fait ça voulait empêcher Léonard de parler. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de découvrir la vérité. » Miss Marple leva doucement la main. « En effet, agent. Mais la vérité se cache souvent, non pas dans des accusations bruyantes, mais dans une observation discrète. Puis-je suggérer que nous examinions attentivement les personnes et les lieux impliqués dans cette histoire. » Elle regarda autour d'elle, son regard se posant sur M. Wexley, qui s'agita, mal à l'aise. « Monsieur Wexley, vous avez eu des désaccords connus avec le défunt, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mais je vous assure que je n'aurai jamais recours à la violence, » répondit-il d'une voix tendue. « Et Madame Proctor, poursuivit Miss Marple. On vous a entendu vous disputer avec Henry Flockton au carrefour. Pourriez-vous partager ce qui a été dit ? Cela nous aiderait à mieux comprendre les tensions qui ont eu lieu. » Madame Proctor soupira, serrant nerveusement
un mouchoir. J'avais peur de semer le trouble. Henry était convaincu qu'il existait un complot visant à cacher le véritable héritier du domaine de Blackwood. Je l'ai exhorté à la prudence, mais il a insisté pour aller de l'avant. Miss Marple hocha la tête pensivement. Les secrets, surtout ceux qui concernent les héritages et les affaires familiales longtemps enfouies, ont le don de faire ressortir le pire chez les gens. La pièce devint silencieuse, tandis que le poids de ses mots s'imposait. Après la fin de la réunion, Miss Marple s'attarda auprès du révérend Macmillan, qui semblait troublé. « Jane, cette affaire devient plus sombre que je ne l'imaginais. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un que nous avons oublié, quelqu'un qui profite davantage de la dissimulation de ses secrets. » Miss Marple acquiesça. « C'est tout à fait possible. Souvent, celui qui semble le moins impliqué porte le fardeau le plus lourd et les motivations les plus perfides. » Son esprit se remémora les papiers de Léonard, Ancien Testament, correspondances et livres de comptes, suggérant tous un prétendant caché à la succession, quelqu'un ayant intérêt à garder le silence. Mais qui? Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit à la bibliothèque du village, où elle trouvait souvent du réconfort parmi les volumes poussiéreux et les vieux documents. Elle demanda à consulter les archives relatives à la famille Blackwood et au domaine. Des heures passèrent, tandis qu'elle épluchait les documents, actes d'homologation, lettres, et même un journal défraîchi appartenant à un ancien propriétaire. Une entrée a retenu son attention, une note énigmatique concernant un accord secret entre deux membres d'une même famille, scellé pour éviter tout scandale, mais susceptible de modifier les droits de succession. Elle mentionnait un tiers susceptible de tirer profit de la non-divulgation de l'accord. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur le village, les pensées de Miss Marple furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. C'était Léonard, qui avait insisté pour la voir malgré sa tête bandée. « J'ai trouvé quelque chose », murmura-t-il avec urgence. Parmi les papiers, il y avait une lettre adressée à Henry, écrite d'une écriture déguisée. Elle l'avertit d'arrêter de creuser sous peine de sanction. Elle prit la lettre et lut les menaces soigneusement dissimulées sous les mots polis. Le ton était indéniablement celui d'une menace déguisée en civilité, une caractéristique du courant de tromperie sous-jacent du village. « Merci, Léonard, tu as été très courageux. » Les deux hommes échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Il ne s'agissait plus de ragots de village ou de rivalité mesquine. C'était une lutte calculée pour le contrôle et la survie. Ce soir-là, Miss Marple réunit quelques villageois de confiance dans son salon, Madame Proctor, le révérend Macmillan et Miss Hastings, pour partager ses découvertes. Elle déplia la lettre et les vieux documents, en expliquant soigneusement les implications. « Il y a un prétendant caché au domaine de Blackwood, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui a intérêt à ce que la vérité reste cachée. » La mort d'Henry et l'agression contre Léonard étaient des tentatives désespérées pour préserver ce secret. Le visage de Madame Proctor pâlit. « Mais qui cela peut-il bien être? Qui irait aussi loin ?» Miss Marple les regarda tour à tour avec insistance. « Telle est la question. Et c'est pourquoi je dois reparler aux villageois, en particulier à ceux qui sont restés silencieux ou trop prompts à pointer du doigt d'autres personnes. » Alors que ses invités partaient, Miss Marple sentit les pièces du puzzle commencer à se mettre en place, même si le tableau final restait obscurci par les ombres. Le véritable défi restait à relever. Démasquer le tueur, observer ses réactions et laisser la nature humaine révéler ce que les preuves ne pouvaient révéler. Dehors, le village s'installa dans un silence gêné, comme s'il retenait son souffle, en attendant la vérité qui était sur le point de faire surface, et les révélations qui changeraient Muchwood Green à jamais. Le lendemain matin, une clarté éclatante s'abattit sur Muchwood Green, la lumière du soleil perçant, la brume persistante pour projeter des ombres nettes le long des ruelles du village. Miss Marple avait passé les premières heures à réfléchir aux documents et à la lettre troublante, élaborant un plan pour démêler les fils cachés qui unissaient les secrets du village. L'art délicat de faire éclater la vérité, elle le savait, s'exerçait mieux par la provocation douce que par la confrontation. Miss Marple choisit judicieusement son moment, décidant d'inviter chez elle plusieurs des principaux villageois pour un thé tranquille. Ces invitations étaient présentées comme une réunion informelle,
un répit dans la tension qui régnait dans le village. Mais sous son ton poli se cachait une volonté ardente d'observer les subtils changements d'attitude, les lueurs de malaise ou de soulagement qui pouvaient trahir une culpabilité ou une innocence dissimulée. Son salon, avec ses rideaux de chintz délavés et le tic-tac régulier de la vieille horloge de parquet, devint le théâtre de cette subtile danse psychologique. Un à un, les invités arrivèrent. Madame Proctor, dont le calme raffiné était teinté de nervosité. Monsieur Wexley, encore accablé par sa récente accusation, mais la masquant sous une cordialité forcée. Mademoiselle Hastings, dont le regard perçant ne manquait de rien. Le révérend Macmillan, le centre moral du village, et Léonard Bly, dont la tête bandée n'avait pas entamé sa détermination. Miss Marple les accueillit tous avec chaleur et orienta tranquillement la conversation vers le sujet qui planait sur eux comme un épais brouillard. C'est curieux de voir à quel point nos passés s'entremêlent sans que nous en ayons conscience, commença-t-elle d'une voix douce mais posée. Parfois, un petit secret d'il y a des années peut se propager et affecter la vie de nombreuses personnes. Je me demande si nous comprenons vraiment ceux qui nous entourent, même nos proches. Madame Proctor se déplaça, serrant sa tasse de thé avec ses doigts. « Nous avons tous nos fardeaux, Miss Marple, » dit-elle doucement. « Oui, tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Et parfois, ces fardeaux nous conduisent à des choix que nous pourrions regretter ou cacher aux autres. » Son regard se posa sur M. Wexley, qui s'éclaircit la gorge. « S'il s'agit de la succession, je dis que c'est une affaire qui se règle devant les tribunaux, et non dans les salons. C'est vrai, monsieur Wexley, mais les documents judiciaires manquent souvent d'humanité, répondit mademoiselle Marple. Ce qui m'intéresse, ce sont les motivations, les peurs et le désespoir silencieux qui poussent les gens à agir de manière inattendue. Léonard, enhardi par le rassemblement, prit la parole. Monsieur Wexley, madame Proctor, j'ai trouvé des documents, des lettres et des accords qui suggèrent que le domaine n'appartient peut-être pas uniquement à la famille Flockton. Il y a des noms et des revendications que personne n'attendait. Si quelqu'un craignait d'être démasqué, il aurait pu tout faire pour arrêter Henry. Miss Marple hocha la tête. Et si le domaine est en jeu, l'avenir des plus anciennes familles de Muchwood Green l'est aussi. Mademoiselle Hastings se pencha, en avant. Mais qui d'entre nous a le plus à gagner du silence? La question flottait dans l'air, sans réponse, mais chargée de sens. Miss Marple observait attentivement chaque invité se déplacer, certains avec une pointe de défensive, d'autres avec un léger soulagement à l'idée que leurs soupçons puissent être détournés ailleurs. Elle décida qu'il était temps de tâter le terrain plus directement. « Madame Proctor, vous avez mentionné plus tôt avoir exhorté Henry à la prudence. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous craignez les conséquences de ces découvertes ?» Madame Proctor prit une inspiration mesurée. Henry était sur le point de révéler quelque chose qui pourrait en scandaliser plus d'un. Le village est fier de son décorum, mais sous la surface se cachent rancune et vieilles blessures. Il vaut mieux oublier certaines choses, du moins, c'est ce que je pensais. Et vous craignez que rouvrir de vieilles blessures ne détruise plus que des réputations ? Demanda Miss Marple. Oui, admit Madame Proctor, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Miss Marple jeta un coup d'œil au révérend Macmillan. « Révérend, vous avez conseillé de nombreuses personnes ici. Croyez-vous que les péchés du passé puissent empoisonner le présent ?» Il hocha gravement la tête. « C'est tout à fait possible, Jane. Les secrets gardés pour la paix deviennent souvent un poison pour le cœur. » À cet instant, un léger coup interrompit la conversation. C'était l'agent Briggs, porteur d'une nouvelle qui bouleversa l'ambiance. Une nouvelle preuve avait été trouvée près de l'étang du village. Un morceau de papier déchiré, partiellement, brûlé, mais suffisamment lisible pour suggérer qu'il s'agissait d'une lettre ou d'un extrait de journal intime, faisant référence au domaine de Blackwood et à une trahison. Miss Marple examina attentivement le morceau. L'écriture était distincte, avec des fioritures et des ondulations différentes des lettres formelles trouvées précédemment. Elle contenait une phrase glaçante. « On ne peut pas se fier à la vérité. La vérité doit être cachée, à tout prix. » L'implication était claire. Le tueur devenait négligent, laissant des traces dans la hâte. Le regard de Miss Marple parcourut la pièce.
Il ne s'agit plus seulement de vieilles rancœurs. Nous avons affaire à quelqu'un qui craint d'être exposé et qui fera tout pour cacher la vérité. Madame Proctor pâlit, et Léonard serra les poings. Je suggère, et poursuivit Miss Marple, que nous réfléchissions tous attentivement à ce que nous savons, à ce que nous avons vu et à notre comportement depuis la mort d'Henry. Parfois, ceux qui s'efforcent le plus de paraître innocents sont ceux qui cachent les secrets les plus sombres. Le rassemblement s'est dispersé peu après, le poids des pensées non exprimées pesant lourdement. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, regardant les étoiles se lever. Elle scrutait les réactions des villageois. Le léger tremblement dans la voix de Madame Proctor, la posture rigide de M. Wexley, les sourcils froncés du révérend Macmillan. Chaque réaction était un fil à tirer, un indice caché à la vue de tous. Elle comprit qu'il était temps de passer à son test final, un jeu psychologique subtil, conçu pour observer la réaction des suspects sous une légère pression. Elle prévoyait une visite au manoir où les principaux protagonistes s'étaient réunis sous couvert d'un mémorial pour Henry. Là, à la douce lueur des bougies et au murmure des voix, le véritable visage du tueur pourrait enfin se révéler. La nuit s'épaississait, et Muchwood Green semblait retenir son souffle, au bord de la révélation. Miss Marple, calme et résolue, se préparait à démêler le tissu de mensonges soigneusement tissé, sachant que dans la nature humaine, le plus petit faux pas révèle souvent la plus grande vérité. La cérémonie commémorative fut organisée, le lendemain soir au manoir de Blackwood, une cérémonie lugubre destinée à honorer la mémoire d'Henry Flockton. La grande demeure, avec ses lourdes portes en chêne et son imposante façade en pierre, semblait porter en ses murs le poids de décennies d'histoire et de secrets. À l'arrivée des invités, l'atmosphère était chargée d'une tension sourde. Des murmures couraient d'un coin à l'autre comme des ombres agitées, et des regards soupçonneux brillaient sous des sourcils épais. Miss Marple arriva discrètement, vêtue de sa modeste tenue habituelle, ne portant qu'un petit sac à main et une attitude calme qui trahissait l'examen attentif qu'elle s'apprêtait à effectuer. Le salon était déjà rempli d'une poignée de villageois. Monsieur Wexley, dont le regard s'égarait nerveusement. Madame Proctor, pâle et renfermée. Léonard Bly, encore marqué par les contusions de sa récente agression, mais résolu. Miss Hastings, vive et vigilante. Et le révérend Macmillan, dont la présence semblait calmer l'assemblée. La pièce était doucement éclairée par les flammes vacillantes de la cheminée et la lueur des bougies sur les tables polies. Une photographie d'Henry reposait sur une cheminée voisine, son visage serein contrastant avec le tumulte entourant sa mort. Miss Marple prit discrètement place près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer sans attirer l'attention. La conversation s'ouvrit sur des condoléances discrètes et des souvenirs hésitants d'Henry. Sa gentillesse, sa détermination obstinée à rechercher la vérité sur le domaine et son courage malheureux. Au fil de la soirée, Miss Marple guidait subtilement la conversation, entrelaçant avec douceur le domaine, les documents et les mystérieux fragments de lettres qui avaient refait surface. Elle évoquait le cœur humain, la façon dont on garde ses secrets et le désespoir silencieux qui peut mener à des actes terribles. Ces remarques bouleversèrent l'atmosphère de la salle, et elle remarqua les réactions variées de chacun. Monsieur Wexley serra les poings sous la table, la mâchoire crispée. Le regard de Madame Proctor se détourna, un léger tremblement trahissant son calme apparent. Léonard se pencha en avant, l'air résolu, mais las. Mademoiselle Hastings observait chacun avec une intensité presque prédatrice, tandis que le révérend Macmillan joignait les mains, le front plissé d'inquiétude. Miss Marple attendit patiemment, laissant la tension monter. Puis, avec la grâce d'une détective chevronnée, elle aborda un sujet qui lui servirait de test final. Le testament disparu. Henry parlait souvent d'un testament, un testament qui pourrait tout changer, dit-elle doucement. Il croyait qu'il était peut-être caché quelque part dans cette maison. Un testament qui révélerait l'héritier légitime, longtemps caché par le silence et la peur. Un silence s'abattit. La main de Madame Proctor tremblait contre sa tasse de thé. Le visage de M. Wexley se vida de ses couleurs. « Je me demande, » a poursuivi Miss Marple, « comment ceux qui en savent plus qu'ils ne le disent pourraient réagir face à la possibilité que ce testament soit révélé. »
Elle observa attentivement les yeux de M. Wexley qui scintillaient, mêlés de colère et de désespoir. Le sang-froid de Madame Proctor se brisa momentanément. Elle déglutit rapidement et serra les lèvres. Puis Mademoiselle Hastings prit la parole, d'une voix calme mais ferme. « Nous avons tous nos raisons de nous taire, n'est-ce pas? La peur, la honte, la loyauté. Mais la vérité a le don de nous libérer, quel qu'en soit le prix. » La pièce se refroidit, tandis que Miss Marple tournait son regard vers le révérend Macmillan. « Et même ceux qui prônent le pardon doivent compter avec la justice, révérend. » Le révérend la regarda fixement, hochant lentement la tête. « Justice, oui, mais tempérée par la miséricorde. » Miss Marple sourit faiblement, puis se leva. « Merci à tous d'avoir partagé vos réflexions ce soir. Je crois que le moment venu, la vérité éclatera, non par la force, mais par une analyse minutieuse de la nature humaine. » Alors que les invités prenaient un congé, Miss Marple s'approcha discrètement de M. Wexley. « Monsieur Wexley, puis-je vous parler un instant dans la bibliothèque ?» Il hésita, mais la suivit dans le couloir, les pas doux résonnant dans la maison silencieuse. Une fois à l'intérieur, Miss Marple referma doucement la porte derrière eux. « Je me demande, monsieur Wexley, si vous avez ressenti le poids des secrets qui pesaient sur vous plus lourdement que d'autres. » Ses yeux se plissèrent. « Que voulez-vous dire, Miss Marple ? Vous êtes un homme qui a autrefois exercé une influence considérable dans ce village, dit-elle. La succession, l'héritage, le testament secret, tout cela est lié à l'histoire de votre famille. Dites-moi, avez-vous été honnête avec vous-même et avec les autres ? » Pendant un instant, M. Wexley sembla sur le point d'avouer, mais sa posture se raidit. « J'ai fait ce que je devais pour protéger ma famille et ce village. Et pourtant, répondit doucement Miss Marple, la protection obtenue par le silence et la violence mène souvent à la ruine. Réfléchissez-y bien. » Il ne dit rien de plus, ses yeux voilés par le conflit. Plus tard, de retour dans sa chambre, Miss Marple repensa à la soirée. La réunion avait révélé bien plus que des mots, des gestes nerveux, des expressions fugaces, le poids de vérités non dites. Elle était désormais convaincue que le testament disparu était réel et que sa dissimulation était la clé pour comprendre le meurtre et l'agression. Le lendemain matin, une découverte s'imposa. Léonard Bly avait découvert un compartiment secret dans l'un des anciens bureaux du manoir. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, jaunie par le temps et portant les armoiries caractéristiques de la famille Blackwood. L'enveloppe contenait le testament, rédigé d'une main délicate et signé plusieurs décennies auparavant. Miss Marple examina attentivement le document. Il désignait un héritier légitime, une personne inattendue, un enfant illégitime du précédent seigneur, dont l'existence avait été niée pour protéger le nom de famille. Les implications étaient explosives. Celui qui avait dissimulé ce testament avait effectivement modifié le cours de l'avenir du village. Forte de cette révélation, Miss Marple organisa une nouvelle rencontre avec les principaux villageois. Elle allait désormais affronter le meurtrier caché, s'appuyant sur ses analyses psychologiques approfondies et sur la vérité nouvellement découverte pour révéler les ténèbres qui se cachaient sous la surface distinguée de Muchwood Green. Alors que le village retenait son souffle, Miss Marple se préparait à tisser les fils de la tromperie, de la trahison et de la fragilité humaine, sachant que le moment final de vérité était proche, où chaque regard, chaque hésitation révélerait le visage du coupable. La scène était prête pour la révélation qui briserait la paix fragile de Muchwood Green et rétablirait la justice dans son cœur troublé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le majestueux salon du manoir Blackwood, tandis que les villageois se rassemblaient à nouveau, convoqués par la discrète invitation de Miss Marple. L'atmosphère était chargée d'impatience, une tension subtile se liant aux salutations chuchotées et aux regards nerveux. Chacun sentait que le paisible village de Muchwood Green était au bord de la vérité, l'acte final d'un drame longtemps enfoui sous le silence et la suspicion. Miss Marple se tenait près de la cheminée, calme et posée, ses yeux balayant le groupe assemblé, M. Wexley portant toujours la pâleur du malaise, Madame Proctor, dont les mains tremblaient très légèrement, Léonard Bly, stoïque mais vigilant,
Miss Hastings, vive et inflexible, et le révérend Macmillan, la boussole morale stable. Merci à tous d'être venus, commença doucement Miss Marple. Ces dernières semaines, nous avons partagé souvenirs, soupçons et craintes. Ce soir, j'espère recoller les fils d'un emmêlé et apporter la lumière dans les ténèbres qui ont obscurci ce village. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'apaiser, avant de poursuivre. La mort d'Henry Flockton n'était pas seulement un accident tragique ou un acte impulsif, c'était l'aboutissement d'années de secrets, de mensonges et de désespoir silencieux. Au cœur de ce testament se trouve le testament de Blackwood, un document qui révèle une vérité que certains redoutaient plus que la mort elle-même. Un murmure parcourut la pièce, mais le regard de Miss Marple resta fixe, tandis qu'elle s'adressait directement à M. Wexley. Vous avez rapidement pris les rênes après le décès d'Henry, désireux de sécuriser la succession. Pourtant, le testament récemment découvert désigne un autre héritier légitime, un enfant illégitime longtemps caché. Comment cette connaissance a-t-elle pu influencer vos actions? Le visage de M. Wexley se crispa, son masque de civilité tombant. Il ne s'agissait pas seulement du domaine, admit-il à voix basse. Il s'agissait de préserver un héritage, un nom, quelque chose à protéger de la ruine. Miss Marple hocha lentement la tête. Mais à quel prix? La lettre retrouvée près de l'étang avertissait que la vérité devait être cachée, à tout prix, que quelqu'un réduirait Henry au silence avant qu'il ne révèle le secret. Pourtant, l'attentat contre Léonard était une tentative désespérée de brouiller les pistes. Elle se tourna alors vers Madame Proctor. Vous qui avez appelé à la prudence, qui craignez que le scandale ne déchire le village, quel est votre rôle dans cette histoire? Les yeux de Madame Proctor se remplirent de larmes. Je voulais seulement la paix. La vérité aurait tout détruit. Mais je n'ai jamais souhaité de mal. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Souvent, la peur nous rend complices, même quand notre cœur est innocent. Elle s'adressa ensuite à Léonard. Tu as fait preuve de courage en cherchant la justice et la vérité, malgré le danger. Léonard serra les dents, mais il hocha la tête. Je dois bien ça à Henry. Finalement, le regard de Miss Marple se posa sur Miss Hastings, dont la perspicacité masquait une connaissance plus profonde. Et vous, qui observez avec tant d'acuité, êtes-vous celle qui a trouvé la lettre, et peut-être l'a-t-elle cachée? Mademoiselle Hastings la regarda d'un air neutre. Je voulais seulement que la vérité ne soit pas enterrée. Parfois, il faut être le gardien de la justice. Miss Marple sourit doucement. Certes, mais le tueur a cherché à empêcher la justice par tous les moyens. Le véritable meurtrier, mesdames et messieurs, est M. Wexley. Sa peur de perdre, le contrôle, son désir désespéré de protéger son nom de famille, l'ont poussé à tuer Henry et à tenter de réduire Léonard au silence. Un cri de surprise retentit dans la salle. Le sang-froid de M. Wexley vola en éclats. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'était pour le bien du village. Miss Marple secoua la tête. Aucun secret ne vaut une vie. La justice n'est pas un héritage de peur, mais de vérité. Alors que les agents s'apprêtaient à emmener M. Wexley, la salle sembla pousser un soupir de soulagement collectif, les ombres lourdes se levant. Plus tard, alors que le calme revenait à Muchwood Green, Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, réfléchissant à la complexité de la fragilité, du courage et de la rédemption humain. Le village ne serait plus jamais tout à fait le même, mais la vérité avait trouvé son chemin à travers les fourrés de la tromperie. Elle sourit doucement, une lueur de compréhension dans les yeux. Finalement, la nature humaine se révélait, non pas par de grands gestes, mais par de petits instants révélateurs que seule la patience et une observation attentive pouvaient révéler. Le barbier avait certes rasé la vérité, mais la justice avait été patiemment et discrètement rétablie